Est-ce qu'il y a des occasions, des aubaines dans le marché? C'est ce qu'on va parler. Sans nécessairement faire une recommandation spécifique, on va reparler des secteurs des fois qui ont été malmenés depuis des années, qu'on tend à oublier. Puis quand on commence à regarder plus précisément, peut-être qu'il y a des occasions d'investissement. Puis si on regarde dans le marché canadien, je te dirais que les secteurs par secteur, ça a vraiment été volatile depuis 2020 parce qu'on a vécu une période où le COVID s'est pointé, puis tous les secteurs avaient fortement chuté. Mais à cette époque-là, au début du COVID, même, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de mars de 2020, le baril de pétrole avait un prix négatif. Imaginez. Donc, jamais on avait pensé que le baril allait regrimper aussi vite. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le modèle d'affaires, entre autres, des sociétés technologiques être pertinentes. Donc, il y a vraiment une envolée dans le prix des actions du secteur des technologies. Puis après coup, évidemment, qu'est-ce qu'on a vécu avec la hausse des taux d'intérêt, l'impact de l'inflation, la guerre en Ukraine, un sentiment justement plus défensif, bien, des secteurs comme la technologie a fortement chuté. Au Canada, le secteur des soins de la santé a vraiment baissé. Pourquoi? Il faut faire attention. Le secteur de la santé au Canada, beaucoup de sociétés qui ont des titres dans le secteur du cannabis qui ont été malmenés. Puis pendant ce temps-là, avec l'inflation, on a le secteur de l'énergie, la ligne grise ici, qui ont bien performé. Puis je vous dirais, depuis 6 mois, on a un certain repli dans certains secteurs. Et là, des fois, il y a des investisseurs qui disent, ben, je regarde le marché depuis 6 mois, puis je les compare où qui était en 2019. On est à peu près à la même place. Je sens pas qu'il y a tant de bargains dans le marché. Puis là, je dis aux gens, la chose qu'on peut faire, puis qu'on va faire, c'est peut-être prendre un pas de recul puis regarder un espace de temps beaucoup plus long que 2 ans, 3 ans ou 6 mois. Puis aussi, il faut se rappeler, c'est pas parce que le prix d'une action fait du surplace que l'entreprise améliore pas sa situation avec une croissance de ses ventes, paiement de sa dette, augmentation de ses marges de profit, ou peut-être elle sera en ligne vers des nouveaux secteurs d'activité intéressants, où il y a peut-être des opportunités dans son secteur d'activité qui s'en viennent parce que les choses changent. Puis, quand on regarde le marché, ce qui fait les manchettes, c'est on vit toujours dans l'actuel. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de technologie, puis ça a encore sa place, évidemment. Mais des fois, le Canada, qui fait un peu un rendement plutôt faible depuis plusieurs années, bien, peut-être ça va être à notre tour, justement, de briller. Puis je dis, il faut faire être prudent, il ne faut pas accepter n'importe quel titre dans n'importe quel secteur. Mais on va parler de quelques secteurs moins aimés. Puis on va commencer avec un qui, évidemment, est vraiment pas aimé, c'est les fameuses fiducies immobilières. Qui veut investir dans l'immobilier? Bien, de moins en moins de personnes. Parce que, tu sais, on regarde quelqu'un qui avait acheté un produit, je me suis dit, quelqu'un qui a acheté un produit pour s'exposer au secteur. On parle souvent d'investir dans des stratégies indicielles. Mais là, on va voir les conséquences quand on choisit le mauvais indice. Par exemple, l'indice des fiducies immobilières au Canada. Bien, en fait, le prix d'un FNB dans ce secteur-là, si j'exclus les dividendes, là, il est quand même, outre les dividendes, on n'a pas fait de rendement. En fait, le prix du FNB est à peu près au même niveau qu'il était en 2004. Donc, on a vraiment une vraiment longue période où les investisseurs font du surplace. Puis, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? C'est que ta base d'actionnaires, elle change. Elle change parce qu'on le sait, les investisseurs ne sont pas nécessairement patients. On dit la période de détention est de 7 mois. Donc, imaginez combien de fois des sociétés immobilières ont changé de main, puis on n'a vraiment plus les mêmes euh, actionnaires dans chacune de ces entreprises-là. Puis pourquoi une personne, logiquement, ne veut pas toucher nécessairement au secteur des fiducies immobilières? Bien, un des premiers points qui va venir à l'esprit, entre autres, j'en ai donné juste quelques-uns pour chacun des indices qu'on va regarder. Bien, évidemment, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc, on imagine, on le sait, l'immobilier, surtout, par exemple, dans le multilogement, dans le secteur privé, on voit ça se transige à des multiples très élevés. Puis là, on se dit aujourd'hui, bien, quand ces gens-là vont refinancer, ils n'auront pas le même taux d'intérêt au rendez-vous, c'est certain. Puis on devrait peut-être revoir des valorisations à la baisse. Il y a d'autres points qui nous amènent à moins aimer peut-être les fiducies immobilières parce que là, on ne parle pas juste du logement pour les sociétés disponibles en bourse. On va parler aussi qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le secteur du commerce de détail, centre d'achat, power center. Puis on se dit, le consommateur, lui, il change, il s'en va vers l'expérience qui est en ligne. De moins en moins, il va miser à long terme sur le brick et le mortier. Puis, entre autres aussi, les fiducies immobilières ont des tours à bureau. Les employés veulent une stratégie, veulent un employeur qui permet un travail qui est hybride. Donc là encore, ça va être difficile. Puis, tu sais, je donne un exemple. Une place où on ne veut vraiment pas être, c'est exemple dans une fiducie immobilière, quand on regarde son portefeuille immobilier, c'est des tours à bureau, pas nécessairement de bonne qualité. Puis ils ont des baux de 20 ans, eux subissent l'inflation, ils ne peuvent pas refiler la facture au locataire. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quand le locataire
doit renouveler son bail, bien, il risque de quitter. Puis on le voit aux États-Unis en particulier, on voit des tours à bureau où justement les investisseurs remettent les clés puis passent à autre chose. Est-ce qu'on devrait considérer tout ce secteur-là comme un secteur à éviter? Bien là, il faut faire attention parce que lorsqu'on regarde plus en détail, il faut réaliser que l'immobilier a quand même une certaine pertinence. Je vais mentionner certains points, mais on a des changements démographiques, on accueille de plus en plus d'immigrants, il y a un vieillissement de la population. Puis, entre autres, il y a des fiducies, même au Canada, qui investissent en immobilier résidentiel aux États-Unis. Puis, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Une forte migration à l'intérieur du pays. 40 de la population américaine habite dans les États du Sud. Pourtant, 60 de l'immigration s'y passe. Je vais donner aussi un autre exemple auquel on peut penser, le commerce de détail. Donc, c'est vrai que le commerce de détail est menacé par le commerce numérique, mais on voit aujourd'hui le retour au naturel après le COVID. Bien, on vient dans les parts de marché qui avaient été capturées par le commerce en ligne ont été perdues, puis on vient dans les moyennes pré-COVID. Puis, je donne un exemple. Il y a 2 fois moins d'espace de commerce de détail au Canada par rapport aux États-Unis. C'est plus restreint. Puis, si je regarde les power centers, je ne parle pas des centres d'achat, mais les places de commerce comme les power centers, c'est une fraction de l'empreinte de commerce au détail qui est dans les power centers. Puis ce qui est là va rester. Je doute qu'il y ait encore de très grands projets dans ces secteurs-là. Ce qui fait que ces sociétés-là qui ont des terrains qui ont des power centers, les fiducies immobilières, ils ont des taux d'occupation de 98 avec d'excellents locataires parce qu'ils ont des super bons sites. Puis qu'est-ce qui se passe? Ces sociétés-là investissent maintenant dans la densité urbaine. Donc, les municipalités, les différents paliers de gouvernement veulent une densification urbaine. Donc, ces gens-là vont utiliser leur superficie de terrain qui ont une super excellent site pour bâtir des tours à bureaux pour que des gens veulent retourner travailler au bureau sans nécessairement prendre un transport en commun de longue distance pour retourner travailler dans les centres-villes. Il y a du logement qui va être créé, des condos, des cliniques médicales. Donc, ces sociétés-là ont déjà un bon taux d'occupation qui se réinventent. Puis, dans les fiducies immobilières, il y a plein de secteurs. L'industrialisation s'accélère en Amérique du Nord parce qu'on ramène la fabrication en Amérique du Nord. Bien, ces sociétés-là devraient bien tirer leur épingle du jeu. Il y a des tours de cellulaires où on va accélérer, entre autres, vont être utilisés pour le 5G. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur d'un secteur qui tergiverse depuis plusieurs années, souvent on l'oublie. Puis on prend une conclusion rapide en disant que ce n'est pas intéressant. Mais quand on commence à fouiller, bien, peut-être qu'on va trouver des entreprises vraiment à des prix hyper abordables qui ont quand même des modèles d'affaires intéressants. L'autre secteur d'activité que je vais parler, c'est l'énergie. L'énergie, là encore, si on prend un FNB, un fonds négocié en bourse qui représente le secteur énergétique canadien, bien, le prix d'une action dans le XRE, c'est le titre que je fais référence, est à peu près au même niveau qu'on était en 2005. Là encore, c'est une longue période, puis là-dessus, il y a eu une bonne période avec des émotions, des émotions fortes et hausses et basses. On a tout vécu. On a vécu une politique énergétique des membres de l'OPEP qui a changé, qui a affecté définitivement ce qui se passe au Canada. Les sociétés pétrolières canadiennes qui, dans l'Alberta, par exemple, émettent beaucoup plus de carbone que d'autres régions géographiques, ont une mauvaise image. Il y a des enjeux de distribution qu'on a eu dans le passé. Puis durant le COVID, même, le prix était négatif, comme je mentionnais. Donc, c'est un secteur qui a été malmené. Puis, c'est vrai qu'il y a des raisons pour se dire, bien, est-ce qu'il y a de l'avenir dans ce secteur-là? L'énergie fossile, entre autres. Bien, sur des longues périodes, sur 30, 40 ans, c'est certain qu'il va y avoir de l'innovation, puis on veut migrer vers une énergie qui est plus verte, puis ça va se faire. Par contre, aujourd'hui, si on regarde ces sociétés-là au Canada, bien, la réalité, c'est qu'on disait avant, bien, oui, ils produisent du pétrole, mais ils ne peuvent pas l'exporter. Bien, entre 2005 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Puis, entre autres, on voit des pipelines qui vont bientôt être en ligne, des meilleures relations avec les Premières Nations, justement, à ce niveau-là, par une collaboration avec toutes les parties, parties prises dans ce secteur d'activité-là. Puis, il va y avoir, entre autres, des ports de gaz naturel, de LNG qui vont s'installer dans l'ouest du pays pour pouvoir exporter. Pourquoi? Bien, c'est justement pour faire face à la demande qui va être en croissance, entre autres, en Asie, dans les pays émergents. Au fur et à mesure que les gens
croient d'une manière économique vont vouloir avoir un type d'énergie qui est plus propre que, par exemple, le charbon. L'autre point aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce secteur-là, de plus en plus de capture du carbone. Donc, il y a des sociétés, entre autres, qui travaillent avec d'autres intervenants pour pouvoir mieux capturer. Puis, ils font partie aussi de la solution de la transition énergétique parce que si sur le power grid, on a juste de l'énergie renouvelable, c'est intermittent, par exemple, le gaz naturel peut être un bon allié. Puis aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est qu'au Canada, ça a peut-être été un avantage qu'on ne pouvait pas trop explorer notre pétrole. Pendant ce temps-là, les Américains ont vraiment fait de l'exploration. Aujourd'hui, on a des bassins qui ont à peu près 50 ans de réserve prouvées. Donc aujourd'hui, il y a certaines sociétés canadiennes que si on était assez riche pour les acheter aujourd'hui, en dedans de 5 à 6 ans, là, juste les profits nets qu'elles font actuellement avec le prix actuel, on serait capable de payer en entier l'entreprise. Les 44 autres années qui restent d'exploration, ben, c'est du profit net dans nos poches. Donc, il y a quand même à l'intérieur de ce secteur-là, je pense, de quoi d'intéressant, surtout qu'aujourd'hui, avec tous les risques géopolitiques, les gens veulent des partenaires d'affaires qui peuvent donner une matière première qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, provenant dans des régions géographiques qui sont plus stables. Un autre secteur qui a été malmené au Canada, on le voit encore, puis c'est pour ça que j'ai expliqué peut-être que les indices ont fait un faible rendement depuis plusieurs années, c'est le secteur des matériaux. Le secteur des matériaux, on peut parler des matériaux précieux comme l'or, comme les matériaux de base comme les producteurs de zinc, de nickel ou de cuivre. Puis, il y a plusieurs années, il y avait vraiment un phénomène de fusion-acquisition, surtout dans le secteur aurifère, les entreprises s'achetaient entre elles à des gros prix avec du financement, puis il y a vraiment un cafouillage au niveau de cette exécution-là. Fait que ça a été vraiment un enjeu. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui aurait investi en 2005, puis il aurait simplement conservé son FNB, qui l'expose à ce secteur-là, ben, il aurait fait du surplace, autrement dit. Donc, c'est sûr qu'il y a de moins en moins d'investisseurs qui veulent toucher à ça. Par contre, si on regarde plusieurs sociétés qui font partie justement des matériaux de base. Puis de plus en plus, il y a des nouveaux matériaux qu'on développe, c'est des matériaux stratégiques d'avenir qui vont nous permettre à l'électrification justement de la grille électrique. Donc, on a besoin de cuivre, on a besoin aussi de lithium, on a besoin pour les batteries, on a besoin de tellement d'éléments que je pense que ça va être intéressant à surveiller. Surtout aussi avec toute la fabrication qu'on veut ramener, il va y avoir des gros projets de construction, on a besoin de matériaux de base. Puis on le voit en ce moment, il y a une consolidation dans l'industrie. Tech Resources, qui est un plus gros joueur canadien dans le secteur du cuivre, ben, il y a une offre d'achat de style d'une société suisse, Glencore. Puis on voit de plus, puis c'est pas la seule, on voit de plus en plus une consolidation dans ce secteur-là, parce qu'en particulier les métaux de base, je pense qu'on va réaliser qu'on n'en a pas assez pour tous les projets qui sont à venir. Le dernier, je vais parler, c'est les banques. Pourquoi? Parce que les banques ont quand même bien performé depuis plusieurs années. Mais moi, je m'en rappelle, c'est des cycles, hein, les marchés boursiers. Quand j'ai débuté, les années 90, j'ai débuté au début des années 2000. Les années 90, les banques avaient fait du surplace. Puis là, je m'en rappelle, le baril de pétrole était vraiment pas cher. Puis qu'est-ce qui s'est passé après la bulle technologique? Les banques canadiennes, entre autres, ici au Canada, avaient bien performé. Le pétrole avait augmenté. Vous l'oubliez peut-être, mais environ en 2004, je dirais, on parlait de peak oil. On disait qu'il n'allait pas avoir assez de pétrole dans le monde. Puis après, il y a eu la crise financière, puis il y a d'autres facteurs qui ont changé. Puis dans ces cycles-là, actuellement, on vit un cycle parce qu'on a un stress dans l'économie d'un point de vue bancaire, parce que passer d'un taux directeur de 0,25 à 4,5 c'est sûr, ça met de la pression dans le système. Puis on voit les banques régionales en Europe, excusez-moi, les banques régionales aux États-Unis avoir de la difficulté, puis c'est pas finir pour les actionnaires. Je pense que les déposants sont protégés, mais les actionnaires, c'est à voir. Mais il faut se rappeler qu'à court terme, oui, il y a un risque de crédit accru. Le resserrement des conditions de financement, les banques vont être plus sévères au niveau du prêt, ça va les affecter au niveau de leur chiffre d'affaires. Dans le secteur des fusions-acquisitions, il y a moins de dynamisme. Donc, c'est sûr qu'à court terme, ça va être une année qui va être moins facile pour eux autres. Par contre, il faut rappeler que la hausse des taux d'intérêt, ça a un côté négatif, ça a un côté positif, ils font plus d'argent sur les dépôts. Mais c'est surtout que beaucoup de gens en ce moment au Canada essaient d'investir dans les banques canadiennes avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais il faut réaliser une chose, les banques, diriger une banque au Canada, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Je donne juste des exemples, mais si une banque américaine a émis beaucoup d'hypothèques, là-bas, c'est des taux de 30 ans fixes, puis ça s'est fait à du 2 ou 3 c'est sûr que les prochaines années, c'est pas mal moins intéressant avec la hausse de taux d'intérêt qui vient de se passer. L'autre point, c'est que le risque de crédit sur l'actif. Donc, si une personne ne peut pas payer aux États-Unis sa maison, bien, il ramène ses clés, tandis que la réputation de crédit pour un emprunteur canadien est sur sa personne. Donc, au Canada,
les banques vont rehausser au plus tard, aux 5 ans, le taux d'intérêt pour s'adapter à la variation. Le risque de crédit est différent. La gestion du risque. Donc, il faut faire attention. Puis dans ce côté-là, on a des belles institutions qui se transigent avec des multiples raisonnables, des bons dividendes. Je ne dis pas que ça va être facile. Le but de cette vidéo-là, justement, c'est de prendre un pas de recul puis de dire, est-ce que je suis toujours tendance à être attiré par ce qu'on parle, de rester dans ce qui est récent, puis d'investir dans ce qui a bien fonctionné récemment? Bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de thèse d'investissement qui peut être faite, par exemple, dans les grandes sociétés de technologie qu'on parle encore beaucoup depuis le début de l'année, puis qui nous ont bien servi nos clients depuis plusieurs années. Par contre, les secteurs qu'on tend oubliés, qui n'ont pas été payants depuis longtemps, ben peut-être c'est le temps de s'y intéresser à nouveau, puis simplement, pas juste aller avec le consensus, peut-être se dire, peut-être je devrais fouiller, parce qu'il y a peut-être des escomptes à trouver dans ces secteurs-là. Je vous remercie beaucoup.